Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être les témoins de Dimanche Politique, une émission hebdomadaire que le groupe de presse international Eden TV et Diaspora FM a concocté pour vous. Dimanche Politique, comme son nom l'indique, c'est désormais tous les dimanches à 9 h sur nos antennes. Dimanche Politique permettra à vous, téléspectateurs et auditeurs, de tisser une nouvelle relation avec la politique, le débat politique et de comprendre l'actualité. Dimanche Politique, c'est un entretien qui donne la parole à ceux qui font l'actualité et à ceux qui permettent de la comprendre. Pour ce premier numéro, 3 sujets seront décryptés, entre autres la grève de l'Union nationale des magistrats du Bénin, le dossier des présidentielles de 2016, la problématique de l'âge indiqué pour être candidat en République du Bénin sera abordée, sans oublier l'entrée en scène des opérateurs économiques et la pléthore des intentions de candidature que nous observons aujourd'hui au Bénin. Et puis, quand viendra le moment de boucler cette émission, on prendra l'avis de notre invité sur le dossier pétrolin. Pour animer cette émission, je suis avec mon confrère James William Bagidi. Bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Akad Benotin, et bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV et auditeurs de Diaspora FM. Nous recevons ce jour pour ce premier numéro de Dimanche Politique une personne qui décrypte, qui analyse et qui nous présente l'actualité sous le jour le plus clair possible. Son nom, c'est Jacques Migan. Jacques Migan est docteur en droit. Il est professeur assistant à l'université d'Abomey-Calavi, près la cour d'appel, avocat après la cour d'appel de Cotonou. Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin, il est conseiller technique. Il a été conseiller technique juridique du président de la République et même actuellement il est directeur du Centre international de formation des avocats francophones en Afrique. Maître Jacques Migan, bonjour. Bonjour Monsieur Bagidi, bonjour Monsieur Benotin. Bonjour Maître. Je lance directement cet entretien avec vous. Nous commençons par une actualité qui vous touche en particulier du fait que vous êtes un praticien du droit. Nous sommes depuis quelques jours dans une situation conflictuelle, encore une fois, entre l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, et le gouvernement. Les deux se regardent désormais en chien de faïence. Et à l'origine de cette nouvelle crise, c'est le recrutement, la mise à l'écart des magistrats dans le processus de recrutement de 40 auditeurs de justice. Et 112 heures de grève, l'UNAMAB est passé à 5 jours de grève par semaine. D'abord, quelle est votre lecture globale de cette situation? Je vous remercie beaucoup et puis je souhaite longue vie à Dimanche Politique. Merci, je me réjouis d'être le premier invité. Et comme je le dis, je connais les journalistes de mon pays, Benotin, je vous connais, votre professionnalisme. Je découvre M. Bagidi et je crois que à travers ces émissions, nous allons éclairer nos compatriotes, les téléspectateurs. Vous aviez posé le problème où vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne le recrutement de 40 auditeurs de justice, que les magistrats et le pouvoir se regardent en chien de faïence. De 72 heures de grève, les magistrats, l'UNAMAB, ils ont décidé de passer à 5 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que le pouvoir, le gouvernement souhaiterait que désormais, le recrutement ne se fasse plus comme avant. Il vous souviendra que pour recruter, il y a un comité qui a été mis en place, ce que nous appelons le comité interministériel, composé de 7 membres, 2 du ministère de la fonction publique, qui assure d'ailleurs la présidence de ce comité, 2 autres membres du ministère de la Justice, 2 magistrats pour être plus précis, et ensuite qui propose les sujets, c'est le ministère de la Justice, bien entendu. Et ensuite, nous avons 2 de l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce que les magistrats, les auditeurs, une fois recrutés, vont suivre les cours à l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature. Et puis, il y a un représentant de l'UNAMAB.
c'est-à-dire le syndicat des magistrats. Voilà le comité. Et puis du jour au lendemain, le gouvernement décide de ne plus faire avec ce comité. Le gouvernement a décidé de se passer de ce comité. Pourquoi? Il vous souviendra, au mois de décembre 2013, si mes souvenirs sont bons, un député, un ancien député, pour ne pas le nommer, M. Debourou, avait lancé comme ça que pourquoi les magistrats seraient d'une même région. Pourquoi? Est-ce que pour être magistrat, est-ce qu'il faut être d'une région? Ce que je voudrais que nos compatriotes, les téléspectateurs comprennent, pour être magistrat, s'il faut passer un concours. Ce n'est pas une question de quota, ce n'est pas une question de région. C'est un corps d'élite. C'est des gens qui sont compétents. C'est des gens qui font montre du professionnalisme. Or, demandant que l'on fasse avec un quota, ça veut dire qu'on ne veut plus tenir compte du professionnalisme, de la compétence. On veut prendre des médiocres. On veut prendre des gens politiques. On veut prendre des gens qui ne rempliraient pas les conditions. Alors que nous savons le rôle que joue dans notre pays la justice. Nous savons le rôle que l'Union des magistrats, à travers leurs syndicats, nous savons le rôle qu'ils ont joué pour préserver la paix, pour préserver l'unité aujourd'hui. Imaginons un instant qu'on fasse entrer dans ce corps des gens qui ne rempliraient point les conditions parce qu'ils seraient d'une région. Vous voyez ce que ça peut être. Comment l'expliquer? C'est ce que veut quand même le gouvernement en décidant d'écarter les magistrats de l'organisation de ce concours. Vous l'avez indiqué, c'est un corps d'élite, c'est une corporation qui a en son sein rien que des méritants. D'où vient alors cette problématique du quota? Pourquoi le gouvernement veut aller sur ce terrain? Mais il veut aller sur ce terrain tout simplement parce qu'il a compris le rôle important que jouent ces magistrats à travers leurs syndicats en ce qui concerne la paix. Je dis bien la paix. Parce que c'est le seul corps, aujourd'hui, le pouvoir judiciaire, qui tient encore, je ne dirais pas à tête, mais qui résiste devant les assauts perpétuels du pouvoir en place. Il vous souviendra, M. Benoît, dans ce même pays, alors que les magistrats ont leur syndicat, le pouvoir du président Bouni Yahi a tenté, ou du moins ça a créé un syndicat parallèle. A-t-il? Pourquoi? Alors qu'ils sont combien ces magistrats? Pour qu'on aille à la création d'un autre corps, d'un autre syndicat plutôt. Pourquoi? Non, je crois qu'il faudrait que le pouvoir comprenne que nous sommes dans ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs suppose qu'il n'existerait pas, qu'il ne devrait point y avoir des institutions liées les unes aux autres. Mais ces institutions doivent jouer pleinement leur rôle conformément à ce que la Constitution a dit. Le pouvoir judiciaire n'est pas le valet du pouvoir exécutif. Or, ce que le pouvoir exécutif veut instaurer, c'est-à-dire décider désormais qui seront magistrats dans ce pays. Et c'est là où nous disons que ça ne pourrait pas passer. Ce n'est pas la seule lutte des magistrats, M. Benoît. C'est la lutte de tous les Béninois, puisque la justice joue un rôle prépondérant dans notre pays. Et nous ne pouvons pas laisser passer de telles choses. Et ce n'est pas la lutte des magistrats, c'est la lutte non seulement des magistrats, de toute la maison judiciaire. Et je vais même plus loin pour dire que de tous les justiciables. Si nous voulons une justice crédible, il faudrait que nous ayons des gens compétents. Oui, justement, Maître Mégan, quand on doit mener cette lutte avec les justiciables et que les magistrats quand même décident de faire une grève de 5 jours par semaine, où se trouvent les justiciables dans cette lutte-là? Peuvent-ils accepter d'accompagner cette lutte? Vous ne pouvez pas obtenir d'omelette sans casser les œufs, M. Baguidi. Mais 72 heures de grève 72 heures de grève. Vous voulez que j'aille plus loin? Je ne comprenais pas lorsque les magistrats avaient décrété 72 heures. J'étais partant pour qu'ils aillent plus loin, parce que la situation est grave. Il ne faudrait pas que nous continuions avec ce que nous venons de vivre dans un passé récent. Il vous souviendra, le concours qui a été organisé par la fonction publique, c'est de cela que nous voulons. Il faudrait qu'on arrête cela, surtout en fin de mandat. Je ne crois pas que le pouvoir a compris l'enjeu. Il n'y a pas longtemps, dans ce même pays, il a fallu que les syndicats, il a fallu que tout le monde se lève pour dire arrêtez, arrêtez, arrêtez.
Et vous ne devez pas mettre dans la fonction publique des incompétents, des médiocres. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un corps d'élite. Alors, vous me parlez de justiciables. Mais ces jours, l'enjeu mérite que la grève soit totale. Elle ne doit pas être une grève de 5 jours. Elle doit aller au-delà de 5 jours. Il faudrait que ce soit justice morte. Il doit même plus, il faut qu'il s'arrête pour montrer à l'opinion nationale, pour montrer à l'opinion internationale que le pouvoir veut désormais mettre la corde au cou à la justice, faire entrer dans la justice, dans son demander à de venir à la rivière comme cela se dit sous d'autres plans. Non, je crois que les justiciables comprendront lorsqu'on leur dira la grève c'est dans leur intérêt. La grève, c'est dans nos intérêts, à chacun de nous, à tous les Béninois. Il faudrait par moment, comme je le disais tout à l'heure, passer par là pour faire reculer le pouvoir. Et c'est là où je dis, 5 jours, ce n'est pas suffisant. Il faut que les magistrats aillent plus loin. Mais aller plus loin, il ne faudrait pas qu'ils soient seuls. Il faudrait que les avocats se joignent à eux, que les notaires se joignent à eux, que les huissiers se joignent à eux, que les experts comptables, que tout le monde se mette ensemble pour enfin dire au président Boni Yahi, ça suffit. Pour dire qu'on ne peut plus continuer comme cela. Il y a la séparation des pouvoirs. Il faut que l'on continue à comprendre que le Bénin a besoin de compétents, de gens compétents, de professionnels. Or, ils n'ont qu'à mener une enquête dans ce pays pour savoir si les magistrats qui sont aux responsabilités aujourd'hui, qui jugent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils sont compétents? Moi, je vous le dis tout de suite, oui. J'en vois certains qui viennent dans le cadre de CIFAF, le Centre international de formation des avocats que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Je fais appel aux magistrats. Et croyez-moi, les avocats qui viennent des pays étrangers, 17 pays de l'Afrique occidentale, mais ils sont compétents. Ils apprécient ces magistrats. Ils me demandent, mais est-ce que ces magistrats peuvent venir dans nos écoles de formation dispenser des cours? Mais j'aurais bien voulu vous citer des noms. Ils sont jeunes. On ne les a pas pris parce qu'ils sont d'une région. On les a pris parce qu'ils sont compétents. On les a pris parce qu'ils savent. On les a pris parce qu'il y a le professionnalisme en eux. Et puis, ils ne sont pas que magistrats. Ils sont, comme je viens de le dire, formateurs. Et pour être formateur, il faut encore avoir certaines compétences. Ils sont toujours à la recherche, en train de faire des recherches. Avant d'aborder un autre sujet, envisagez-vous une sortie de crise et que proposez-vous pour une sortie de crise? Mais la sortie de crise, il suffirait tout simplement que le gouvernement revienne à ce comité interministériel et retire ce fameux document qui voudrait se passer de ce qui avait été dit, ce qui avait été arrêté, conformément à une loi qui a été prise il n'y a pas longtemps, savoir le comité de 7 membres, présidé certes par la fonction publique, 2 membres, le ministère de la Justice, 2 membres, l'enseignement supérieur, 2 membres, et l'Union des magistrats, leur syndicat, 1 membre. Il suffit tout simplement de revenir à la case départ, qui fonctionne bien. Or, ce qu'on veut nous donner aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du régionalisme. C'est ce qu'on appelle... je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas. Et à la fin de mandat, il faudrait que le chef de l'État, alors que, comme nous le lui souhaitons, qu'il sorte par la grande porte. Ce n'est pas le moment de mener de tels jeux. En tout cas, selon nous, et nous demeurons fermes. C'est dommage, je le dis bien. J'étais en son temps le secrétaire général des avocats du Bénin. Le premier syndicat, le premier secrétaire des avocats du Bénin. Je ne sais pas si le syndicat des avocats continue, puisque les avocats, ce syndicat défendait les intérêts matériels et moraux des avocats et au-delà de la justice, au-delà des justiciables. C'est pour dire qu'il faudrait que le syndicat, indépendamment même de l'ordre des avocats, entre en jeu pour dire ça ne suffit, ça suffit comme ça. Bref, quels que soient les magistrats ou que ce soit même dans d'autres corps, nous ne devons pas laisser passer de telles choses. C'est inadmissible. Et c'est même faire de l'injure. C'est injurier, je dirais même, ceux qu'on veut recruter. C'est même les injurier, c'est leur dire, mais vous êtes des incompétents, on va vous prendre tout simplement parce que vous êtes d'une région. C'est de l'incompétence pour ceux-là qu'on veut. C'est les injurier et c'est là où je dis que est-ce qu'ils savent que ce qu'ils font va même contre ceux qu'ils veulent recruter? Comment ils seront-ils perçus par les autres magistrats? Puisque quand à un moment donné, il faudrait leur apprendre comment faire le travail, c'est aux côtés des magistrats en poste aujourd'hui. Et vous pensez que ces magistrats en poste, lorsqu'ils auront des médiocres,
comment voudrez-vous qu'ils passent le message? Comment voudrez-vous qu'ils apprennent à des incompétents? Parce que faire dire qu'on va recruter 40 de manière en catimini, comme ils sont en train de le faire, c'est aller prendre, comme cela se passe dans d'autres corps, que je ne veux pas nommer ici. Non, je dis, nous avons affaire à un corps d'élite. Et un corps d'élite, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés parce qu'ils sont compétents, des gens qui sont arrivés parce qu'ils savent, des gens qui sont arrivés parce qu'ils apprennent. Et quand vous allez devant les juridictions, croyez-moi, mes chers amis, mes chers compatriotes, les chers téléspectateurs, la justice est rendue conformément aux normes. La justice est rendue parce que des gens compétents. Ce ne sont pas des gens qu'on a embauchés comme cela. Donc nous demandons, comme vous l'aviez bien souhaité, il faudrait tout simplement pour une sortie de crise que l'on continue avec l'ancien comité qui est interministériel. Très bien, nous allons donc espérer une sortie de crise rapide de ce côté-là. Nous allons aborder un autre sujet, l'un des plus importants aujourd'hui, c'est la présidentielle 2016. Et vous le savez, la Cour constitutionnelle a rendu récemment une décision, la 1556, dans laquelle il a semblé que l'âge minimal pour être candidat à la présidentielle passe de 40 ans à moins de 40 ans. Alors, la question que moi je voudrais vous poser d'ores et déjà, au Bénin, Jacques Mégan, à la lecture de cette décision et de tout ce qui s'en est suivi, est-ce que quelqu'un qui a aujourd'hui 40 ans et du moins 39 ans et quelques jours peut être candidat pour la prochaine présidentielle, celle de février 2016? Monsieur Baguiti, la réponse est non. La Cour constitutionnelle l'a souvent dit, pour réviser la constitution du Bénin, il faut repartir aux constitutions originaires. Il ne leur revient pas de réviser la constitution en décidant que pour être candidat en République du Bénin, il faudrait avoir moins de 40 ans au moment où on dépose son bulletin dans... on annonce... on dépose la candidature. Il a été précisé, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 44 qui dit expressément nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date du dépôt de sa candidature. Oui, mais l'article n'a-t-il pas été interprété par la décision de la Cour? La Cour n'a pas interprété, ne doit pas interpréter l'article. L'article est précis. Et pourquoi voulez-vous que la Cour l'interprète? Je m'en vais vous expliquer. J'ai eu à dire concernant cette décision de la Cour qui a fait de manière abracadabrante dans ses motifs, a évoqué l'article 44, alors que la question qui lui a été posée, et encore, portait sur l'article 26 de la Constitution, sur l'égalité des hommes, des Béninois, des femmes, des hommes et Béninois devant la loi. Nous sommes tous libres et égaux devant la loi, nous dit l'article 26. Mais pour arriver, alors qu'on leur demandait, est-ce que moi, né en 1976, c'est-à-dire après les élections présidentielles, après l'élection, disons le 31 janvier 1976, j'aurai 40 ans le 31 décembre 2016, est-ce que moi, je peux compétir? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Quelqu'un qui est né en 1976, plus précisément le 31 décembre 1976, qui aura 40 ans le 31 décembre 2016, soit longtemps après les élections présidentielles de 2016, est-ce que celui-là peut être candidat aux élections présidentielles? La réponse est non. Il aura 40 ans. Au moment où il déposait sa candidature, dit la Constitution. Or, quand vous prenez les motifs de la Cour, de la décision de la Cour constitutionnelle, qui nous dit 40 ans lorsque vous rentrez dans l'année civile, c'est-à-dire celui qui, en principe, doit avoir 40 ans, le 31 décembre 2016, on dit du moment où, s'il rentre le 1er janvier 2016, il a déjà 40 ans. Cela n'est pas... Il faut lire le dispositif de la Cour. Le dispositif de la Cour n'a pas, heureusement, n'est pas revenu sur ce point de l'article 44. Le dispositif, c'est-à-dire la conclusion, si vous préférez, pour que nos téléspectateurs nous comprennent, a parlé de l'article 126, de l'article 26 de la Constitution qui précise que, je cite, l'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race,
de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. Bref, c'est pour vous dire que d'aucuns diraient elle n'a pas tranché cette décision. D'aucuns vous diront cette décision est tranchée. Moi, je dis tout simplement, la Cour n'a pas interprété, la Cour ne doit pas réviser. Pour moi, la décision de la Cour n'autorise pas quelqu'un qui n'aurait pas 40 ans. Le jour où il annonce sa candidature, le jour où il dépose sa candidature, il ne peut pas compétir. Il ne peut pas prétendre être candidat aux élections présidentielles. Et j'ai été triste parce que quelqu'un a saisi la Cour tout récemment, puisque je l'ai lu cette décision, pour demander à la Cour son avis, ce n'est pas une décision. Et qui a écrit à la Cour, puis il a saisi par requête pour savoir est-ce qu'il peut être candidat aux élections présidentielles alors qu'il n'a pas encore 40 ans au moment du dépôt. Malheureusement, la Cour a déclaré irrecevable sa requête au prétendu motif qu'elle n'est pas là pour donner des avis. Mais elle n'est pas là pour donner des avis conformément à l'article 122, puisque elle veut tout simplement faire comprendre que l'article 122 de la Constitution dit que tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle, tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception de constitutionnalité. Mais, qui peut le plus, peut le moins. Si la Cour peut être saisie sur la constitutionnalité des lois, c'est un avis. C'est un avis sur sa décision que mon compatriote voudrait avoir une réponse. Le compatriote écrit à la Cour pour lui dire ceci. Quel est votre avis alors que je n'aurai pas 40 ans? Donnez-moi, dites-moi. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous venez de rendre une décision que nous ne comprenons pas. Vous venez de rendre une décision qui laisse les Béninois perplexes, qui met en danger la sécurité juridique, notre sécurité juridique. Nous voudrions comprendre. Clarifiez-nous, donnez-nous cet avis. Maître Mignon, oui. Pourquoi, après avoir rendu publique cette décision inattendue, après les échanges des sages de la Cour avec les membres d'une délégation parlementaire qui était à la Cour constitutionnelle pour échanger avec les sages de la Cour, la Cour n'a pris jusqu'à l'heure où nous émettons aucun acte officiel pour réexpliquer le sens de sa décision. Ce silence n'est-il pas suspect? Non seulement, je ne dirais même pas. Je viens de vous dire que la Cour a eu une opportunité à travers la requête de celui qui l'a saisi pour avoir un avis, à partir de sa décision. C'était le moment, puisque les sages, les honorables, comme nous aimons le dire, de l'Assemblée ont rencontré la Cour. La Cour aurait, à partir d'un communiqué, dire ce qu'il en est. Il vous souviendra, l'ancien président de la Cour, l'ancien bâtonnier Dossou Robert, avait rendu une décision qui avait été combattue en son temps. Il est monté au créneau pour s'expliquer. Soit, mais en principe, un communiqué aurait suffi. En principe, cette opportunité, cette saisine aurait suffi pour que la Cour dise voilà ma compréhension, la compréhension que vous devez avoir sur la décision que j'ai rendue. Comment expliquez-vous le silence? Mais le silence, certainement, ils sont en train de réfléchir parce que, comme vous le dites, suspect, non, je ne dirais pas suspect. Embarrassé, oui. Embarrassé, oui, parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel tollé. C'est tout le peuple qui s'est levé contre cette décision. C'est tout le peuple. Je ne connais pas de quelqu'un qui ne serait pas levé contre cette décision. Et pour dire à la Cour, mais ça veut dire quoi? Vous voulez mettre le feu à la maison? Ça veut dire quoi? Comment vous pouvez rendre une décision alors que la Constitution en son article 44 est claire? La Constitution en son article 44, l'article 44 est précis. Vous ne pouvez pas je ne sais pas, réviser la Constitution. Cette décision, c'est tout comme on me dira que le dispositif n'a pas dit cela, mais plutôt c'est le motif. Je dis, mais c'est lié, ça fait un tout, c'est unique. Et c'est là où nous disons, et je suis d'avis, pour que la Cour s'explique. Elle a une opportunité. Il ne suffit pas de dire, nous avions rencontré des députés, il ne revient pas à ces députés de nous dire ce que la Cour pense. Non, ce n'est pas de leur ressort. Il revient à la Cour de nous situer. Parce que nous ne voulons pas, nous sommes dans un pays de paix. Nous ne voulons pas que cela se passe comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous ce que le président de la Côte d'Ivoire avait annoncé après les élections du président Ouattara. C'est la guerre civile. Est-ce que la Cour est là pour la guerre ou bien pour la paix?
Alors, maître, justement, est-ce que si les choses restent en l'état, on ne risque pas d'enregistrer des candidatures de personnes qui n'auraient pas les 40 ans à l'occasion de dépôt de candidature? Et si éventuellement, parce qu'il faut une autre condition, c'est que la date de la présidentielle pourrait être déplacée du 28 février à plus tard. Parce que dans l'état actuel des choses, le dépôt de candidature devant être effectué en décembre 2015, personne, ceux qui n'auraient pas 40 ans en 2016 ne seraient pas des candidats possibles. Mais si éventuellement le 28 février est déplacé, on se demande s'il n'y aura pas des candidatures et que la Cour pourrait valider. Vous savez, si le problème se pose, si il se confirme que le dépôt des candidatures est fixé au mois de décembre, le problème ne se pose plus. Il est réglé. Mais si le problème, si nous rentrons au mois de janvier 2016, il pourrait se poser. Il pourrait se poser. Bref, nous n'avions pas encore une décision claire, une clarification de la Cour constitutionnelle. Elle saura nous dire au moment opportun, puisque, je viens de vous le dire, les députés ne sont pas les porte-parole de la Cour constitutionnelle. Et ils ne sont pas les porte-parole de la Cour constitutionnelle. Et quand il avait été question en son temps de cette histoire de budget, alors qu'on leur enjoint de faire ci, de faire cela, ils n'ont pas été voir la Cour constitutionnelle pour savoir ce qu'elle devait faire. Et c'est là où nous disons, quelle est cette démarche de ces députés? C'est pour nous dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pu régler en rencontrant la Cour constitutionnelle? Pourquoi n'ont-ils pas demandé à la Cour constitutionnelle? Il vous revient, à travers votre représentant, votre porte-parole, de dire ce qu'il en est. Ce n'est pas aux députés de nous dire ce qu'ils ont, leur compréhension après l'entrevue qu'ils ont eue avec les sages de la Cour constitutionnelle. Non. Il revient aux membres de la Cour constitutionnelle, à travers leur porte-parole, de dire ce qu'il en est. Parce que la situation est grave. La situation est grave en ce sens que vous voulez aller, vous déformer ce que la Constitution a dit. Ce qui veut dire que vous allez vers ce que certains ont, à juste dit, réviser la Constitution. Alors que la même Cour constitutionnelle nous a dit, pour aller à révision de Constitution, en tout cas au Bénin aujourd'hui, il faut retourner aux Constitutions dans cette crise, ce qu'on peut appeler crise, et notamment en attendant la clarification de cette décision par les sages de la Cour, les intentions de candidature augmentent chaque seconde, chaque jour. Dans le cadre des prochaines consultations électorales, M. Mingan, comment expliquez-vous cette pléthore d'intentions de candidature à quelques mois des élections? Vous savez, j'observe et je ne dirais pas que ça m'amuse. Non, ça ne m'amuse pas ce que j'observe. Au contraire, c'est plein d'enseignements. Cette masse de candidats qui arrivent sur le terrain. Ça dit, qu'est-ce qu'on observe? C'est le nombre de candidats dans le septentrion. Il y a encore quelques temps, chaque fois qu'il y a élection présidentielle, on n'a pas ce nombre de pléthore, ou je ne sais pas comment vous l'expliquer, de candidats dans le septentrion, dans le nord de notre pays. C'est surtout au sud qu'on avait pléthore de candidatures, de candidats. Or, aujourd'hui, quand vous allez au nord, vous avez Bako, vous avez Gbian, vous avez Saka-Lafia, vous avez Saka et Salé, vous avez Toleba, Tchabisika. Ils sont nombreux aujourd'hui. C'est inédit. C'est pour la première fois. Et la liste n'est pas encore bouclée. Et la boucle n'est pas encore bouclée. Vous avez, je suis en train de l'apprendre aussi, le président de la Cour suprême, M. Batoko. Vous avez, je crois qu'il faudrait voir cela comme si le problème qui s'est posé et qui se pose au sud, où vous avez dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque département, on a de candidats. Le même problème a commencé par se faire à se vérifier. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que la classe politique a échoué. Tout simplement parce que la classe politique a compris désormais que pour aller en politique, ce n'est pas pour défendre les intérêts du peuple, ce n'est pas pour le développement du pays, c'est pour soi. Alors chacun veut aujourd'hui être candidat pour lui, et non pour le peuple, et non pour le développement du peuple. Parce qu'on se dit, si je suis candidat, même si je n'ai personne, au moment opportun, comme l'avait fait un ancien ministre, enfin, il n'avait pas été ministre en son temps,
et il l'a nommé juste après la composition de son gouvernement comme ministre de l'Intérieur. Vous allez et brusquement vous dites « je désiste en faveur de tel ». Galia, vous vous rappelez? Non, il faudrait que, c'est important, c'est très important, être la fonction de président de la République. Quand on ne remplit pas les conditions, on ne se lance pas dans de telles ambitions. Il ne faut pas se créer des ambitions qu'on n'a pas. Ce n'est pas une affaire où, comme on en rencontre à l'Assemblée nationale, parce que où vous avez des illettrés, vous avez tout le monde. On se demande même, qu'est-ce qu'ils font? On ne devient pas président de la République quand on ne remplit pas certaines conditions morales, éthiques, intellectuelles et consorts. Non, mais Maître Menga, est-ce que néanmoins il ne faut pas ajouter à cette explication que vous donnez celle d'une dépréciation de la fonction présidentielle? Mais c'est là où je vais en venir. Ce n'est pas que la fonction présidentielle, la fonction ministérielle. Si je vous pose la question aujourd'hui, savoir quels sont les ministres de Boni Yayi, vous ne saurez même pas me répondre. On ne les connaît même pas. Ils passent à côté de vous, vous ne savez même pas s'ils sont ministres. On en change tous les jours, qu'on n'arrive plus à savoir qui est ministre, qui n'est pas ministre. Revenons à la fonction présidentielle. Mais ça a été désacralisé. Désacralisé. Voilà, c'est le mot désacralisé. Le président Boni Yayi nous a conduit à cela. C'est une fonction importante. Vous vous imaginez, un président de la République, c'est quelqu'un qui représente le pays. Non seulement sur le plan endogène, mais également à l'extérieur. Ce n'est pas, ça dit, peu importe sa personne, du moment où il a été élu, même s'il n'est pas bon, si élu démocratiquement, mais respect. Mais est-ce qu'il y a ce respect aujourd'hui? Quand vous voyez n'importe qui se lève pour dire « je vais être président de la République », il nous a même été donné, peut-être c'est vrai ou pas, je n'en sais rien, comment il s'appelle, député Sounouro, qui serait aussi candidat, comment il s'appelle? Henro. Attao Henro, le président du parti Réseau Attao. Qui serait aussi candidat? Non, je vais bien. Mais c'est comme quand vous avez à l'Assemblée nationale des gens qui ne savent pas lire. Mais qui, ce n'est pas de ça, je n'ai pas encore de leur intelligence. Un président de la République a quand même une pléthore de conseillers pour l'aider dans ses fonctions. Nous avons connu également des chefs d'État qui n'avaient pas de grands diplômes et qui ont très bien dirigé ce pays. Absolument. Vous avez qui n'ont pas, mais je vous ai dit, et ça ne suffit pas, il faut aussi l'ouverture, il faut aussi l'humilité, il faut remplir aussi certaines conditions. Vous ne contestez pas ces qualités à ceux qui se positionnent aujourd'hui? Ceux qui se positionnent aujourd'hui, c'est là où je dis qu'ils revisent leur position. Est-ce qu'ils remplissent ces conditions? Ils ne les ont pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être président de la République parce qu'il y a d'une part l'instruction, de l'autre côté l'intelligence. On peut être intelligent sans être instruit, mais il y a aussi certaines conditions à remplir. Il ne faut pas décentraliser comme vous venez de me passer le mot, me souffler le mot. Il ne faut pas dévaluer notre fonction. Et devant cet échec, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Mais c'est l'arrivée des opérateurs économiques. C'est l'arrivée des opérateurs économiques. Tout simplement parce que... Avant d'apprécier l'arrivée des opérateurs économiques dans l'univers politique de notre pays, vous avez abordé le sujet tout à l'heure, l'échec de la classe politique. Comment vous l'expliquez? Mais je viens de vous le dire, on ne va pas en politique dans l'intérêt du peuple, mais dans son intérêt. Parce qu'ils se servent du peuple, ils utilisent le peuple, et surtout la jeunesse, à des fins vraiment personnelles. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils vont à la politique tout simplement parce qu'ils se disent, c'est comme on va acheter, pour gagner de l'argent. Hein? Parce qu'on se dit, bon, si je vais là, je vais aussi en avoir. Je vais aussi prendre ma part. Je vais aussi... le développement, ce n'est pas leur préoccupation. Voilà l'échec. Et d'où les corruptions que nous avons, d'où les hommes qu'il faut, qui ne sont pas à la place qu'il faut, les médiocres. On te nomme parce que dans ta région, par exemple, tu as apporté quelques voix au président de la République au cours de telle ou telle élection. Ça s'arrête là. On ne cherche même pas à savoir si cette personne est compétente. Moi, j'ai vu dans le gouvernement du président Boni Yayi des gens d'une certaine incompétence, médiocre, et qu'on a nommé à des postes de responsabilité qui sont incapables, alors qu'ils sont à l'Assemblée nationale, de se prononcer sur les questions d'actualité.
Regardez, monsieur Humpé, je crois... Tout, Nous n'avons pas désigné des personnes. Non, c'est sur Internet, tout le monde l'a vu. Ce n'est pas un secret. Il faut dire ce qui est. Il faut corriger cela. On ne peut pas nommer à un poste de responsabilité. C'est ça aussi l'échec de la classe politique. C'est l'échec de la classe politique. Parce que nous n'avions pas de militants aujourd'hui. Écoutez, ceux qui nous aînés, mais c'était des militants. C'est des gens qui ont été à une école. C'est des gens qui ont appris ce qu'on appelle la politique. Ce ne sont pas des gens qui sont venus dans l'arène politique parce que, non, moi, quand j'observe mes aînés, j'ai appartenu à un moment donné, je militais dans un mouvement qu'on appelait la Ligue nationale de la jeunesse patriotique. On nous appelait ce qu'on appelait le patriotisme. On nous appelait comment il faut faire, comment il faut, dans le cadre, comment il faut être patriote, comment il faut développer, comment il faut s'occuper, comment il faut faire cela. Aujourd'hui, vous n'en avez pas. Certains partis, heureusement, essayent, à travers des universités, d'encadrer un tout petit peu. Mais malheureusement, ils sont combien à le faire? Et encore. Et restons donc dans le registre présidentiel pour dire, vous avez commencé à en parler. On note maintenant, je dirais, l'intrusion des hommes d'affaires dans la classe politique. D'abord, succinctement, Jacques Mégan, est-ce que, selon vous, un opérateur économique peut gérer les affaires de l'État? Et comment? Que nous donne l'article, je crois, 26, si on veut. Nous sommes tous libres et égaux. C'est quoi un opérateur économique? C'est quoi un fonctionnaire? C'est quoi un médecin? C'est quoi un financier? Mais si c'est aujourd'hui dans ce pays, observez un tout petit peu, depuis l'ère du renouveau démocratique, qui sont ceux qui ont été présidents de la République? Le président Néfort Dieudonné Soglo. Mais il vient d'où? Les financiers. Un financier qui vient d'où? De l'extérieur. De la Banque mondiale. De la Banque mondiale. Il était politique? Non. À supposer qu'il ait occupé en son temps un poste dans le gouvernement de son oncle, le président Soglo, ministre des Finances. Mais cela ne suffit pas pour qu'on puisse dire qu'il était politique. Et oui, il est politique. Il est devenu politique après avoir été président de la République. Je continue. Quand vous prenez le général Mathieu Kérékou, il était qui? Un général? Il était politique? C'est parce qu'en son temps, lors de la révolution de 1972 jusqu'en 1989, il a été aux responsabilités. Mais avant d'aller aux responsabilités, il est arrivé aux responsabilités par un coup d'État. Il a pris le pouvoir avec certains. Et aujourd'hui, il est devenu, et puis sous l'ère du renouveau démocratique, en 1996, il a repris les rênes du pouvoir. Mais il était à quelle école politique? De l'ère de renouveau? Il a fait quelle école? Je continue. Yahi Boni, financier. Pareil. Donc il n'y a pas... Nous sommes libres et égaux. Vous ne pouvez pas se dire... Ça veut dire déjà que l'échec de la classe politique a commencé depuis très longtemps. Je ne sais pas si à ce niveau on peut parler d'échec de la classe politique. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas interdire à un Béninois, lorsqu'il remplirait les conditions conformément à l'article 44, de ne pas prétendre à la magistrature suprême. Et ce que je veux dire par là, c'est l'échec aujourd'hui, par contre, des politiques que nous avons aujourd'hui, cet échec qui conduit les opérateurs économiques, les hommes d'affaires à dire, maintenant, nous qui avons l'habitude de vous financer, nous voulons désormais aller nous tenter nos chances. Et c'est ce qui les amène dans l'arène. Mais malheureusement, je dis, par contre, là, et là, je suis sérieux. Et quand je dis sérieux, ça y est, c'est parce que la chose est sérieuse. N'est pas candidat, opérateur économique qui veut. Au moment opportun, on va analyser justement la candidature de chaque opérateur économique. Aujourd'hui, on en dénomme déjà 3, je crois. Il y a un certain Ladislas Aguissi, opérateur économique en Afrique du Sud. Il y a l'homme d'affaires Patrice Talon et puis l'opérateur économique béninois, M. Sébastien Adiavon, Maître Migan. Oui. Pour autant qu'un opérateur économique soit qualifié comme tout autre citoyen pour diriger les affaires publiques, les affaires de l'État, n'existe-t-il pas de risque de collusion entre ces affaires privées et la fonction régalienne de gestion de l'État? Vous savez, si vous observez, bon, vous me direz que la comparaison ne vaut pas raison. Si vous regardez aujourd'hui les États-Unis, la plupart des présidents, c'est des hommes d'affaires. Ils ont été hommes d'affaires. Ce ne sont pas des politiques. C'est parce qu'ils ont eu des moyens, Jimmy Carter, ainsi de suite, ou bien quand ils ne le sont pas,
les Bush, pour les citer également, mais c'est des gens qui étaient dans les affaires. Alors, vous me demandez si ça ne va pas y avoir une collusion. Oui, il va y avoir une collusion si l'homme d'affaires en question a l'habitude de travailler avec l'État, prend du côté de l'État pour réussir son commerce. Oui, il va y avoir une collusion. Mais si l'homme d'affaires n'a pas pour habitude de travailler avec l'État, premier client, pourquoi voudriez-vous qu'on puisse parler de collusion? Je m'explique. Je dis bien, l'homme d'affaires dont s'agit, s'il a l'habitude de prendre à l'État pour réussir son commerce, pour réussir ses affaires, oui, il va y avoir collusion. Mais s'il n'a pas cette habitude, s'il a l'habitude de travailler en dehors de l'État, mais faire entrer plutôt de l'argent à l'État par voie fiscale, il ne peut pas y avoir collusion, puisque, en fait, c'est quoi? Un homme d'affaires reste un homme d'affaires. L'homme d'affaires a un goût effréné vers l'argent. Un homme d'affaires au pouvoir, peu importe s'il a l'habitude de travailler avec l'État ou pas. Un homme d'affaires, son problème, c'est d'avoir des devises. Mais une fois au pêchoir, oui. est-ce qu'il n'y aura pas de collusion avec ses affaires personnelles? Il va y en avoir. Je vais vous donner un exemple très simple. Hein. Ce qu'on appelle collusion, c'est comme si, par extraordinaire, vous aviez l'habitude de travailler à l'État, avec l'État. Je prends le cas, je vous donne un exemple très simple. Ils sont un certain nombre. Da Silva, Tampino, Rodriguez, et comment il s'appelle? Talon, Adjovi Mathieu. Ceux qui sont dans le coton, par exemple. Eux, oui. Si l'un d'entre eux décide d'être candidat aux élections présidentielles, je dis qu'il va y avoir collusion, parce que ils tirent leur force. Il n'en demeure pas moins qu'en devenant président de la République, une personne peut décider de séparer très clairement ses affaires. Très bien. Pour séparer, même s'il avait des affaires avec l'État, de les séparer désormais de l'affaire publique. Je vous dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas évident du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le même temps, l'homme d'affaires, oui. Dans le même temps, quand une personnalité ne traitait pas d'affaires directement avec l'État, une fois arrivé au pouvoir, cette personne peut, en ce moment, décider de profiter de en ce moment-là, il aura déjà plein pouvoir. C'est une question d'organisation, puisqu'il est qui? S'il est homme d'affaires, il était PDG. Mais il suffit tout simplement, comme ça a été le cas en ce qui concerne le président Boni lorsqu'il était à la BOAD, comme le président, monsieur Biotiane, une fois que vous allez aux responsabilités, mais vous quittez les lieux. Vous ne pouvez plus gérer cette entreprise qui est reprise par d'autres. Donc c'est une question de changement d'homme. Mais on peut rester propriétaire. Pardon? On reste propriétaire dans la réalité, mais vous êtes propriétaire. Non, ce qu'il faudrait reconnaître, je dis, et je ne crois pas qu'on puisse parler de collusion lorsque l'homme d'affaires dont s'agit n'avait pas de relation directe ou indirecte avec l'État. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez l'exemple de PVI. Cette histoire de PVI. Non, on va pas mettre Migan. Non, si je ne personnalise pas, je vous donne des exemples précis. Pas du tout, mais la plupart des exemples que vous donnez, malheureusement, en tout cas, concernent un opérateur économique. Ça concerne Rodriguez, ça concerne Tampino, ça concerne Da Silva. Vous avez parlé du coton. Pourquoi j'ai donné l'exemple du coton? Pour le moment, Tampino n'est pas candidat. On sait qu'il y a... rien. Monsieur Rodriguez n'est pas candidat. Il y a l'intention de candidature. Personne n'est candidat parmi eux. Ni Rodriguez, ni Tampino, ni Talon, ni Tantampion, ils ne sont pas encore candidats, donc on peut s'exprimer. On va consacrer, monsieur Migan, un plateau spécial qui nous permettra de décrypter de fond en comble chaque candidature. Mais c'est la nouveauté en réalité. La nouveauté aujourd'hui par rapport aux intentions de candidature que nous enregistrons à quelques mois des élections. Donc ce que je peux vous dire par rapport à ce niveau, je le dis, on ne peut pas empêcher un homme d'affaires, fut-il Tan ou Pierre ou Paul, d'être candidat. Ce qu'il faudrait plutôt regarder à travers ces hommes d'affaires, c'est ce qu'ils ont déjà fait sur le terrain. C'est à travers leurs œuvres, à travers leurs réalisations, à travers leur comportement, à travers leur morale. C'est ça qui est important. Est-ce qu'ils ont tenté, alors qu'ils n'étaient pas aux responsabilités, tenté de développer un tant soit peu le pays? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont construit des modules de classe? Est-ce qu'ils ont construit est-ce qu'ils sont intervenus dans l'éducation? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la jeunesse?
Est-ce qu'ils ont créé des emplois à travers les entreprises qu'ils créent? Est-ce qu'ils ont accompagné le gouvernement ou l'État dans les réalisations de leur entreprise? C'est à partir de là qu'on peut dire, ah, cet homme d'affaires-là, qui peut gérer les affaires de l'État. Quand il est homme d'affaires, est-ce qu'il a défendu les intérêts des travailleurs? Est-ce que, par exemple, c'est un exemple que je lance, est-ce que cet homme, alors que les travailleurs cotisent à la sécurité sociale, est-ce que cet homme d'affaires s'est levé pour dire l'argent qui va dans la caisse de sécurité sociale doit servir uniquement et seulement aux travailleurs et non à l'État qui va piocher dedans? S'il y a des opérateurs économiques qui luttent, qui mènent cette lutte, je crois qu'on peut leur faire confiance. Si vous avez des opérateurs qui construisent des modules de classe, qui construisent des hôpitaux, qui construisent... Il y a des opérateurs également qui font des œuvres humanitaires, mais l'un des caméras est également. Mais comme on vous l'a dit, Maître Migrant, on va décrypter de fond en comble... Ce que vous dites, des caméras, mais les œuvres parlent d'elles-mêmes. Voilà, aux électeurs de décider au moment opportun de qui remplit les conditions selon leur entendement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est les électeurs qui, au moment opportun, vont dire, ah, celui-là, si mes enfants vont à l'école, celui-là, si j'arrive à avoir un emploi, celui-là, je suis d'accord avec vous. Effectivement, si nous avons une quantité d'hommes d'affaires qui sont en train de se positionner et qui, pour beaucoup en tout cas, remplissent les conditions que vous êtes en train d'évoquer là. Il y en a d'autres qui ne sont même pas hommes d'affaires et qui remplissent également ces conditions-là. Nous en parlerons à l'occasion de ces émissions spéciales que nous consacrons au présidentiel de 2016. Nous allons progressivement à la fin de cette émission, nous allons aborder un dossier. L'autre dossier, c'est celui du corridor ferroviaire Bénin-Niger, le dossier Pétroline de son autre nom. Nous allons finir donc avec ce sujet sur lequel vous avez beaucoup opiné par presse interposée ces derniers mois. Ce corridor, la convention de concession devant permettre au groupe Bolloré de lancer son exploitation, l'exécution des travaux, a été signée récemment et c'était à Niamey. Qu'est-ce que vous avez à dire d'abord par rapport à la signature de cette convention au profit du groupe Bolloré? Vous savez, il y a des moments où je me demande si nous sommes sérieux dans ce pays, si nous aimons le Bénin, si nous aimons les intérêts du Bénin. J'ai comme impression que le Béninois n'aime pas son prochain. J'ai comme impression que le Béninois, dès qu'il est en face du blanc, il se comporte comme... il se perd. Avant de vous répondre, je voudrais revenir un peu en arrière. Alors que j'étais aux responsabilités à côté du général Mathieu Kérékou, conseiller technique juridique, le père Rodriguez était venu pour proposer au général Mathieu Kérékou des rails. Pour que, d'une part, l'on réhabilite les rails de Cotonou à Parakou et qu'on construise maintenant des rails de Parakou à Niamey. J'ai encore le dossier. Et nous avions dit au père Rodriguez, ce que vous nous demandez, c'est très bien, puisqu'il est allé même jusqu'à nous dire qu'ils ont eu à le faire à Cuba. Mais nous lui avons répondu en disant, mais il y a un projet qui doit permettre la construction de rails dans l'espace CEDEAO. C'est un vieux projet. C'est ce qu'on appelle la boucle ferroviaire. La boucle ferroviaire. Et nous avions, j'ai dit au général en son temps, qui est encore là, qui est encore vivant, et je vous dis, j'ai encore les nôtres. On ne peut pas. Parce que les rails dont on nous propose sont à écartement 1 mètre. Les rails métriques, 1 mètre. C'est-à-dire dépassés, obsolètes. Hors norme encore. Hors norme, si vous préférez. Puisque la norme aujourd'hui, c'est 1 mètre 435. Et pourquoi? Parce que c'est ce que se passe aujourd'hui dans les différents pays de l'Afrique. Donc, comme ils ne savent pas comment faire, ils veulent nous offrir des choses qui sont complètement dépassées, comme on nous offre tout le temps des trucs d'occasion. C'était des cadeaux. Des cadeaux. Des cadeaux, c'est gratuit. Et malgré ça, l'État béninois a dit non. Quelque temps après, les Sud-Africains sont venus pour nous faire la même proposition. Nous avions dit non. Si vous voulez nous accompagner, si vous voulez nous aider, gratuitement s'il vous plaît, nous avions dit non une deuxième fois. Alors, aujourd'hui, on lance un projet. Nous avons un compatriote à la personne de M. Dossou Samuel, le groupe pétrolier, qui gagne.
qui a été déclaré adjudicataire. Il restait la signature. Et voilà, tout de go, on nous dit que ce monsieur ne doit pas le faire. Alors que ce que veut faire M. Dossou Samuel, c'est des rails à écartement 1,435 m, qui sont les rails aux normes légales, aux normes internationales de ce jour. On lui arrache, je dis bien on lui arrache, puisque vous avez parlé de signature, on lui arrache ce qu'il a gagné après avoir répondu à un appel d'offres. Je voudrais que les compatriotes écoutent. Un Béninois. Et on va remettre ce projet-là, puisque ce n'est plus un projet, puisqu'on a signé le contrat au mois de juillet dernier, si mes souvenirs sont bons, à Niamey. On va remettre ça à un groupe, août 2000, à un groupe dirigé par M. Bolloré. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et ce monsieur veut nous installer des rails que nous avions rejetés alors qu'on voulait nous offrir gratuitement, à écartement de 1 mètre. Or, le danger, c'est que le Nigeria est en train de passer de 1,07 à 1,435 m. Le Ghana, idem. Le Togo fera la même chose, passera à 1,435. Le Burkina Faso, idem. La Côte d'Ivoire, idem, passeront à 1,435. Alors, quand le train viendra du Nigeria pour passer au Bénin, on dira, ah, descendez du train. Vous ne pouvez plus continuer parce que nous, au Nigeria, nous sommes à 1,435. Vous, au Bénin, vous êtes à écartement 1 mètre. Donc, il faudrait descendre, changer de train, changer les marchandises. Vous voyez ce que ça veut dire. D'une part. D'autre part, ce qu'on veut nous faire construire avec des rails obsolètes qui sont dépassés, que nous avions rejetés, et qu'on Bolloré veut nous installer aujourd'hui à coût de 800 milliards de francs CFA. Demain, lorsque nous voudrions passer à 1,435, 1,435 m d'écartement, vous savez combien nous allons dépenser? 3 fois supérieur. Et c'est là où nous disons, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez nos autorités. Et je me demande, c'est là où j'ai dit que le président Bouni-Yahi est en train de nous créer des ennuis. Ennuis sur plusieurs points. Voilà quelqu'un qui est en fin de règne et qui se précipite pour faire signer un document du genre. Par qui? Par son Premier ministre, M. Lionel Zinsou. Je me suis demandé si Lionel Zinsou n'a pas constaté que c'est une patate chaude que M. Yahi lui a remise. D'une part. Donc, ça va nous coûter 800 milliards x 3, ça fait plus de 24 milliards de francs CFA. 2. M. Dossou Samuel, à qui on vient d'arracher quelque chose dont il est déclaré adjudicataire. Mais il ne va pas croiser les bras. Il ne va pas comme un mouton se laisser aller pour qu'on la batte. L'affaire devant les juridictions. Alors, les juridictions, vous savez combien de milliards le Bénin payera? Et qui payera? C'est l'État béninois. C'est l'État béninois. Ce ne sera plus le président finissant qui est en train de partir. Alors qu'à 6 mois, à 7 mois, à 8 mois de son mandat, il y a des opérations qui ne devraient pas se faire. Et c'est là où nous disons fortement, il faudrait que le peuple béninois, dans les urnes, prochainement, sanctionne sévèrement ceux qui seront aux côtés du système Bouni-Yahi. Le temps passe très vite. On a déjà fait les 60 minutes. C'est donc malheureusement, on va le dire comme ça parce que Maître Minga a d'autres choses à nous dire sur ce dossier. Merci de n'avoir pas marchandé votre disponibilité pour marquer votre présence et en tout cas marquer votre présence pour le compte de ce premier numéro de Dimanche Politique. Merci à vous. Merci à vous également, James William Bagui, d'avoir co-animé cette émission avec nous. Et merci à nos téléspectateurs de Eden TV et bien d'autres choses également aux auditeurs de Diaspora FM. À dimanche prochain pour un autre numéro.